Un changement de régime arrive en Russie. C'est le message que tous les dirigeants européens diffusent actuellement. Et à cause de cela, Poutine panique. Vous voyez la façon dont Poutine mène cette guerre. La Russie est à court d'argent, et elle pourrait bientôt manquer de nourriture. Cela pourrait entraîner des émeutes de la faim comme en Union soviétique. Maintenant, comme si cela ne suffisait pas, la situation des pénuries de carburant en Russie a encore aggravé les choses. C'est tellement hors de contrôle que même les médias russes en parlent maintenant. Un article choc d'un site web russe vient de paraître il y a quelques heures, où il déclare publiquement qu'environ 40% des raffineries russes ne fonctionnent pas. Tout cela grâce aux sanctions ukrainiennes, c'est-à-dire les frappes de drones. Si Poutine ne vend pas de pétrole, il n'a pas l'argent pour poursuivre la guerre. Cela signifie qu'il va faire ce qu'il a toujours fait, voler de l'argent aux oligarques et aux citoyens russes. Dans cette vidéo, passons en revue tout cela, en commençant par les discussions sur le changement de régime. C'est très suspect, du moins pour moi, que ces 3 derniers jours, plusieurs dirigeants européens différents aient diffusé un message similaire. Écoutons d'abord le vice-premier ministre polonais. Ils ont déclenché cette guerre sur des hypothèses trop optimistes. Ils pensaient qu'il allait organiser un coup d'État à Kiev, que cela prendrait 3 jours, que les Ukrainiens l'accueilleraient à bras ouverts, parce qu'ils ne sont que des Russes égarés. Toutes ces hypothèses se sont révélées fausses. Et il est enlisé dans une guerre qui détruit l'avenir de la Russie, qui a déjà coûté 1 million de morts et de blessés. Et le problème, c'est qu'il ne peut pas admettre son erreur, ni à lui-même, ni au peuple russe. Ces guerres coloniales durent souvent une dizaine d'années. Elles ne se terminent que lorsque l'agresseur conclut qu'il ne peut pas gagner. Et généralement, elles sont terminées par une équipe différente de celle qui les a commencées. Waouh, eh bien, cela signifie que vous parlez peut-être de beaucoup plus d'années. Je veux dire, selon que vous avez commencé en 2014 ou en 2022, et vous parlez d'un possible changement de régime en Russie. Eh bien, si vous regardez l'histoire de la Russie a perdu beaucoup de guerres. La guerre de Crimée, la guerre russo-japonaise. Elle a été exclue pendant la Première Guerre mondiale, a échoué en Pologne en 1920, en Afghanistan et dans la guerre froide. Et elles ont toutes un point commun. Ce n'est qu'après la guerre qu'il y a eu des réformes en Russie. Et en fait, les réformes n'ont lieu qu'après une guerre perdue. Perdre cette guerre serait bénéfique non seulement pour l'Ukraine et l'Europe, mais aussi pour la Russie. Et dans presque tous ces cas, il y a eu un changement de régime en Russie. Après la guerre russo-japonaise, qui a été en réalité terminée par le président des États-Unis, Teddy Roosevelt. Avec le traité de Portsmouth, Nicolas II s'est acheté 12 ans. Maintenant, je vais dire ceci. C'était une réponse très diplomatique qui tirait des leçons de l'histoire russe. Le président Zelensky, en revanche, n'essaie pas d'être aussi diplomate. Il a publié une déclaration directe. La Russie fait face à de gros problèmes, ce qui annonce de mauvaises nouvelles pour l'avenir de Poutine. Voici ce qu'il a déclaré. L'Europe doit cesser d'importer tout pétrole et gaz russe. Tout cet argent est dépensé par la Russie directement pour la guerre. Nous constatons qu'en Russie, le soutien social n'augmente pas. Tout l'argent va donc à la guerre. S'il y a un manque d'argent pour la guerre, le soutien social pour les gens en Russie diminuera. Si le soutien social diminue, les gens deviennent mécontents. Et alors la direction russe sera également mécontente. L'histoire montre que la Russie a toujours changé après des émeutes de la faim. Et c'est exactement ce qu'ils craignent. Regardez ce graphique. Je veux souligner un point. Les revenus du pétrole et du gaz pour les 3 dernières années ne sont pas des chiffres officiels. C'est parce que Poutine a rendu illégal pour les agences russes de publier ces chiffres. Ils sont apparemment secrets d'État depuis le début de l'invasion ukrainienne. Avant cela, ce n'était pas un secret d'État pour une raison quelconque. Mais ces chiffres sont basés sur des estimations d'experts. Donc ils nous donnent une bonne idée de ce qui se passe exactement. Comme vous le voyez, l'écart entre les dépenses militaires russes et les revenus pétroliers continue de croître selon ces estimations. Maintenant, je sais qu'il y a plusieurs raisons à cela, mais la principale est très certainement les sanctions ukrainiennes contre les raffineries russes. Ces sanctions augmentent chaque jour, et nous allons voir les chiffres exacts dans un instant, car ils sont vraiment choquants. Mais je veux vous montrer une autre de ces sanctions qui est arrivée juste hier matin. Regardez les conséquences.
Cette raffinerie qui est touchée est énorme pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est la 5e plus grande raffinerie de Russie, raffinant environ 30 000 barils par jour. Cela représente 15 millions de tonnes par an, soit 5% de la capacité totale de raffinage russe. Cette raffinerie brûle désormais comme une cigarette. Une bonne partie de cette capacité de raffinage va être hors service pendant des semaines, voire des mois. Mais une autre raison pour laquelle c'est choquant, surtout pour Poutine, c'est que cette raffinerie se trouve dans le nord de la Russie. Et c'était la plus grande raffinerie qui n'avait pas été touchée par l'Ukraine jusqu'à hier. Désormais, l'Ukraine a frappé les 5 plus grandes raffineries russes. Celle-ci, à elle seule, représente plus de 25% de la capacité de raffinage russe, ce qui est énorme en soi. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Prenons un peu de recul et regardons toutes les raffineries qui ont été touchées. La raison pour laquelle je veux faire cela, c'est parce que les médias russes le font en réalité et en parlent. Selon Chromatovsk, un média russe, je suis certain de mal prononcer ce nom, mais selon leur analyse, il y a une crise des raffineries en Russie. 38% de la capacité russe est maintenant hors service. Et je veux vraiment vous donner plus de détails derrière ce chiffre, parce que ça paraît choquant. Au début du mois d'août, 6% de la capacité de raffinage était hors service. Elle n'était pas utilisée. C'était sûrement pour plusieurs raisons. Peut-être des drones, mais plus sûrement pour de la maintenance ou tout autre incident possible dans une raffinerie. Je ne travaille pas dans ce secteur, donc je ne sais pas précisément, mais ça arrive. Mon père y travaille, et en parle souvent. Il y a des périodes où les entreprises mettent simplement la raffinerie hors ligne et font ce qu'on appelle un arrêt, où elles essaient de la réparer ou de l'entretenir aussi rapidement que possible. Donc c'est ce qui se passait. Mais à la fin du mois d'août, ce chiffre était à 20%. C'est énorme. Et la principale raison derrière cela, ce sont les drones ukrainiens. Parce que nous savons que l'Ukraine a frappé 16 des 34 raffineries à l'intérieur de la Russie en août. Maintenant, la Russie ne veut pas l'admettre publiquement que c'était à cause des drones. Nous savons que 20% de ces raffineries étaient hors service. Fin septembre, nous savons désormais que 38% de leur capacité est en ligne. Et, selon les médias russes eux-mêmes, sur ces 38%, un quart de la capacité était hors service à cause des frappes de drones. Selon les médias russes, ils ont l'habitude d'embellir la réalité en Russie parce que tout ce qu'ils disent doit être approuvé par le Kremlin. Si le Kremlin est contrarié, l'entreprise fermera. Maintenant, ils annoncent que 38% est hors ligne. 20 usines ont été touchées, ce qui provoque une pénurie de carburant domestique, une pénurie de 20% de carburant domestique. En fait, la situation est tellement grave que la Russie vient de changer sa loi hier. Et ils ont supprimé les droits de douane sur les importations de pétrole et de gaz. Parce qu'ils cherchent maintenant à importer du pétrole et du gaz de pays comme la Biélorussie, la Chine et peut-être la Corée du Sud. Je crois qu'il faut trouver un autre nom pour la Russie, car je ne peux plus les appeler la station-service du monde s'ils importaient du gaz. Bien sûr, il y a plusieurs effets secondaires de ce que fait la Russie et des frappes ukrainiennes. Mais l'un des aspects les plus drôles que j'ai vus, c'est la façon dont la Russie protège maintenant ses raffineries. Regardez simplement cette vidéo. Vous souvenez-vous des cages installées par la Russie au début de la guerre pour protéger ses chars des drones ukrainiens ? Eh bien, il semble que les mêmes cages soient maintenant utilisées pour protéger les raffineries. Et même les citoyens russes en rient quand ils voient ça passer devant la raffinerie. C'est vraiment un grand symbole de la façon dont cette guerre se déroule pour Poutine. Mais le symbolisme, c'est une chose. Le vrai inconvénient des attaques ukrainiennes est qu'elles nuisent aux intérêts de Poutine et affectent son portefeuille. Et c'est parce que la Russie ne peut plus exporter de produits pétroliers raffinés, ou de produits pétroliers et gaziers raffinés, comme elle le faisait auparavant, et elle ne peut même pas les vendre à l'intérieur du pays. Ces 2 derniers mois, les exportations russes de pétrole brut ont augmenté. C'est parce que le pétrole brut est ce que les raffineries utilisent pour le transformer en produit fini. Maintenant, puisque les raffineries russes sont mises à l'arrêt, la Russie dispose simplement de plus de pétrole à envoyer vers d'autres pays. Mais le problème,
c'est que les marges bénéficiaires sur le pétrole brut sont beaucoup plus faibles que celles sur les produits raffinés, issus du pétrole brut. Cela montre que ces grèves nuisent non seulement aux revenus russes, hélas, elles nuisent aussi aux bénéfices que la Russie tirait de l'industrie pétrolière, enjeu bien plus important. Et bien sûr, nous ne connaissons pas les chiffres exacts parce qu'apparemment, selon Poutine, ce sont des secrets d'État. Mais on peut voir que la situation est pire cette année que lors des 2 dernières années, à cause du montant que le gouvernement russe emprunte. C'est une information publique, regardons. À l'écran, un graphique montre les emprunts annuels du gouvernement russe depuis le début de l'invasion. Ou plutôt, je devrais dire l'opération militaire spéciale. On voit que 2025 commence vraiment fort. Ils ont déjà emprunté plus en 2025 et il reste encore tout un trimestre. À mesure que les frappes ukrainiennes deviennent de plus en plus intenses, le gouvernement russe devra emprunter de plus en plus d'argent. Rien qu'aujourd'hui, en fait, ils ont vendu des obligations d'une valeur de 230 milliards de roubles, soit environ 3 millions de dollars. Donc, ce n'est vraiment pas beaucoup. Dans les jours à venir, ils devront emprunter de plus en plus d'argent. La vraie question, qui achète donc des obligations russes ? Surtout avec la tournure que prend cette guerre, et surtout avec la situation actuelle de Poutine. Ce ne sont ni les investisseurs étrangers, ni les citoyens russes. Des banques publiques russes sont contraintes d'acheter des obligations émises par des banques russes. Parce qu'en Russie, il y a une règle simple. Il faut garder Vladimir Poutine satisfait, si vous voulez que votre entreprise continue de fonctionner. Et ils suivent cette règle. Cela montre à quel point le gouvernement russe dépend des revenus pétroliers, mais aussi toute l'économie russe. Cela signifie que plus nous pouvons mettre de pression sur cette partie de la Russie, plus cela aura un impact sur tout le reste. Les soldats en première ligne cesseront d'être payés. Les entreprises qui produisent pour l'armée russe cesseront d'être payées. Cela signifie qu'ils arrêteront de produire. Et cela signifie aussi que les armes sur les lignes de front vont se tarir. On gagne la guerre grâce à la logistique. Et la logistique russe a un très gros point faible. C'est leur industrie pétrolière. En effet, c'est une économie basée sur le pétrole qui crée maintenant des problèmes considérables pour Poutine. Parce que les Ukrainiens réussissent à frapper avec des drones certaines des principales raffineries de pétrole russes, et cela a maintenant un grand impact sur l'économie russe. Vous voyez ces fils aux stations-service aux États-Unis, cela causerait une révolution. Si vous ne pouvez pas faire le plein de vos voitures, je pense que 7076 se reproduirait. Mais en Russie, jusqu'à présent, ils ont réussi à faire face à cela. Désolé de vous interrompre chez moi pendant l'eau chaude. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il paie les créateurs 64 millions de dollars par jour. Pourquoi ? Eh bien parce que YouTube n'a pas assez de créateurs. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci juste ici. Bien sûr, cela ne signifie pas que chacun doit créer une chaîne. Mais si vous vous êtes déjà demandé si vous deviez lancer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est le moment idéal. YouTube paie des créateurs des millions de dollars chaque jour, et il met en avant les nouvelles chaînes, et les petites chaînes, plus que jamais. Je suis sûr que vous avez des questions sur comment lancer et développer une chaîne. Nous recevons souvent des questions par email de certains d'entre vous. Nous avons donc réuni tous nos conseils YouTube dans une vidéo unique et entièrement gratuite. Donc si vous êtes quelqu'un qui souhaite lancer sa propre chaîne, vous pouvez regarder cette vidéo ici sur YouTube. Cliquez sur le lien dans la description ou sur la fiche affichée à l'écran.